Bonjour à tous, donc, je suis Jean-Marc, je suis président de l'Académie de droit. D'abord, bienvenue. Il y a des gens que je ne connaissais pas, donc ça permet aussi de faire connaissance. On a organisé un petit peu on a provoqué en fait cette réunion d'information suite un peu à toutes les remontées qui arrivent de beaucoup de métiers sur cette pénurie de matières premières qui arrive. D'un côté pénurie, d'autre côté augmentation de prix qui sont pratiquement aujourd'hui à en fait, c'est un sujet qui nous dépasse un petit peu tous à un niveau, parce que là, on est sur une pénurie quasiment mondiale. Plus fort et vous entendez pas. On est sur une pénurie qui est pratiquement mondiale, donc elle nous dépasse un peu. Elle est due au bois. Le bois, c'est un problème qu'il y a avec les Américains. Elle est due pour les couvreurs aux ardoises, elle est due sur les métaux aux Chinois qui ont acheté sur les marchés mondiaux tous les métaux qu'il y avait. Et en fait, tout ça, ça fait boule de neige. Les négociants ont aussi un petit peu profité pour spéculer dans les prix montés, donc on est rentré dans une spirale qui nous dépasse un peu. Ceci étant, on le subit. Et nous, on fait des remontées de terrain. On les fait d'une part au niveau national, au niveau national à Paris. Il y a des contacts avec les ministères, avec nos politiques d'actrices de leur côté intervenir. Et puis localement, on intervient nous, avec les acteurs locaux. On alerte le préfet, on alerte nos députés, nos sénateurs, et puis également nos fournisseurs, les coopératives. En fait, l'idée, c'est de faire de remuer beaucoup d'air pour qu'ils comprennent qu'on est dans une situation où on est un peu coincé. Nos entreprises sont bloquées entre des matières premières qui manquent et puis des clients qui, pour certains, ont signé des bons de commande. Et aujourd'hui, on est plus dans le tout. Donc, le but de la réunion, c'était d'une part de pouvoir un peu partager vos expériences, d'ouvrir des portes sur je dirais, des solutions qui peuvent être et commerciales et juridiques. On va faire intervenir les juristes de la CAPEB sur le sujet. Et puis également de vous dire qu'on peut vous accompagner sur des problèmes que vous pouvez rencontrer de façon un peu individuelle. Alors sur les marchés publics, on peut intervenir auprès du pouvoir public et là, à la CAPEB, on a le poids qu'il faut pour pouvoir faire passer les bons messages. Et puis auprès des clients particuliers, de nous donner des pistes pour pouvoir discuter avec eux, leur expliquer, et leur dire que de toute façon, quand il n'y a plus de bois, il n'y a plus de bois. Ils peuvent nous demander 10% de pénalité, c'est pas ça qui fera pousser des arbres en 24 heures et qui apportera du bois. Donc, il faut mieux quand même essayer de discuter avec eux, de négocier avec eux, et là on va essayer de vous donner quelques pistes. Voilà, donc effectivement, à défaut de pouvoir relancer des filières, on vient vous accompagner. Donc, dans un premier temps, ça va être un point juridique avec Thomas Richard, qui est juriste basé à Angers et qui vient nous présenter toutes les solutions qui existent à la fois pour les marchés privés et aussi le public. Ça va être les deux marchés. On regardera, comme l'a dit Jean-Marc aussi, comment on peut travailler côté client. Donc là-dessus, on vous donnera des pistes que l'on a à nous. Et puis aussi, voilà, si vous avez des astuces, des choses à partager, il ne faut pas hésiter à mettre au commun. Et puis ensuite, effectivement, on poursuivra de toute façon avec des échanges un peu plus informels pour les cas particuliers éventuellement pour finir en bon échange. Vous avez la possibilité donc de poser des questions évidemment pendant l'intervention, en parlant assez fort pour les personnes qui sont à distance. Pour les personnes à distance, donc, vous pouvez poser vos questions via le chat. On les lira ensuite à haute voix pour qu'elles soient également traitées. Voilà, Thomas, on va te laisser la parole. Ça vous dérange si j'enlève le masque? C'est plus simple pour me comprendre et m'entendre. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc Thomas Richard, je suis juriste en CAPEB. C'est donc moi qui viens vous parler un petit peu des pistes juridiques. Alors malheureusement, ça va être que des pistes. Il n'y a pas de solution miracle. J'en suis désolé. Ceux qui venaient pour ça risquent d'être déçus.
il y a des choses pour amortir. Voilà, donc le but, c'est vraiment d'essayer d'anticiper et vous accompagner au mieux. En gros, on va voir deux parties, assez rapidement les marchés publics, parce que là, il y a encore moins de choses à faire, mais il y a quand même des actions syndicales qui sont possibles. La CAPEB se milie et fait avancer les choses. On va voir les quelques acquis qu'il y a sur le sujet. Et puis sur les marchés privés, souvent, c'est vous qui rédigez le devis, donc il y a possibilité d'adapter vos devis pour faire face à ces contraintes-là et essayer d'atténuer un minimum les choses. Donc d'abord sur les marchés publics, le problème des marchés publics, c'est que c'est strictement encadré par le code, il y a un code des marchés publics, et on est sur un principe d'égalité de traitement. Donc une fois que le marché est attribué, par principe, on ne peut plus y toucher. Le risque sur le marché public, c'est que si jamais on change après l'attribution, ça peut être remis en cause pour rupture d'égalité de traitement au moment de l'ouverture des prix. Donc ça donne d'autant moins de marge de manœuvre en la matière. Ça surtout sur les c'est un petit peu, mais ça revient dessus. Ok. Donc, une fois que c'est signé, on a très peu de marge de manœuvre sur les marchés publics. Même, quelquefois, c'est interdit de revenir dessus. Ce qu'il faut quand même faire attention, c'est comment est-ce que le marché est signé. Soit c'est à prix ferme, soit c'est à prix révisable. Pour savoir un petit peu à quoi vous en tenir. Si jamais c'est à prix ferme, par principe, le prix est acquis. Il y a simplement une révision, une actualisation entre la signature et le début d'exécution. Alors, ça permet de gagner un petit peu entre le début d'exécution du marché et la facturation. Aussi, le délai peut être relativement long, surtout sur les marchés un peu importants, où le marché s'est construit en hôpital. Entre le début des travaux et la livraison de l'hôpital, il peut y avoir des délais conséquents. Donc, si vous êtes dans les corps d'état qui interviennent plutôt à la fin, l'actualisation, ça vous gagne un petit peu, mais pas énormément sur le sujet. C'est pour ça qu'il y a aussi possibilité de prix marché public signé à prix révisable. Donc là, c'est possible, mais ça doit obligatoirement être prévu dans le marché. Donc lorsque vous signez un marché public, c'est important de bien lire, de bien faire attention à ces clauses-là par rapport au prix. Et on verra lorsque c'est des prix révisables. Généralement, ça marche, comme on va voir pour les marchés privés, avec les index du bâtiment. On rentrera un petit peu dans le détail sur comment ça fonctionne. Mais sachez que les deux, le plus souvent, c'est à prix ferme. Malheureusement, les personnes publiques ne veulent pas prendre de risques. Donc, au moins, moi j'ai une enveloppe, je m'arrête sur un prix ferme. Après, ce qui se passe derrière, et quelque part, c'est plus trop mon problème. Quelquefois, on peut essayer de négocier prix révisable, et ça l'est de temps en temps. Oui. Les 3 mois. Alors, il faut qu'il y ait minimum 3 mois de décalage entre la signature et le début d'exécution. Alors, le début d'exécution, c'est les ordres de service. Oui. C'est bien de le préciser, parce que là, il y a un critère, je me dis, parce que je le dis en ce moment, donc, effectivement, quand on sait ça, aujourd'hui, moi, j'ai des marchés qui sont privés, sauf que je ne signe pas les ordres de service et j'attends les 3 mois pour signer les ordres de service. Et derrière, je peux réviser mon marché. Voilà. Donc, on dit, bah, vous savez lire, bah, je dis oui, c'est écrit dans vos conditions. Donc, ça, j'ai le droit de le faire. Personne ne peut m'interdire de le faire. Voilà, ça c'est important. L'actualisation, il faut un délai minimum de 3 mois entre l'établissement, c'est-à-dire le jour où vous rendez votre offre, et le commencement effectif des travaux. Et comme on disait, c'est l'ordre de service en la matière. Donc, effectivement, et c'est gagner un petit peu de temps, peut permettre d'avoir un petit plus. On signe des ordres de service rapidement, mais par moment ils nous ont choisi, ils ont besoin de nous. Et pour le coup, c'est nous qui avons la main, il ne faut pas verser les rôles. Et on leur dit, bah, ok, vous voulez pas réviser le marché, bah, on attend les 3 mois. Et on a le droit de le faire, personne ne nous empêche de le faire. Par contre, là, que des marchés publics. On va parler des marchés privés après. Oui, mais c'est pas la même chose. Non, c'est différent. Ce n'est pas les mêmes règles sur les marchés publics et marchés privés. Marché public, on est vraiment sur le code des marchés publics avec des procédures normalisées. On a beaucoup moins de marge de manœuvre, y compris les personnes publiques ne peuvent pas faire n'importe quoi. Alors, je ne vais pas faire un cours sur le marché public parce que c'est assez technique. Suivant le montant du marché, les règles se rapprochent plus ou moins des marchés privés. Sur, entre guillemets, les petits marchés publics, vous avez votre mairie qui vous demande de faire une intervention de quelques milliers d'euros. On
n'est pas sur les mêmes contraintes que les marchés publics sur un hôpital. Alors, je ne rentre pas dans le détail de tout ça parce que ce n'est pas trop, c'est pas franchement l'objet d'aujourd'hui. Sachez simplement que sur les marchés publics, il y a peu de marge de manœuvre, voire très peu de marge de manœuvre juridique. Une chose qui est importante, c'est qu'on peut aller négocier. C'est important d'aller en discuter. Moi, je le ferai. Pour l'instant, j'ai obtenu des super résultats. C'est en dehors du cadre du marché. On peut aller négocier avec les prestataires. Là, c'est sur des gros marchés, et donc on a entendu aussi. Oui, parce qu'après, comme on dit, c'est chacun d'organiser en fonction de. Et là, c'est intéressant. Je sais pas, on n'entend que le juriste qui parle, les autres, on n'entend pas. Il doit y avoir Michel qui parle. Pas de micro. On entend. Tu peux le répéter. Oui, ce que disait Michel, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller négocier, à aller rencontrer les décideurs, leur expliquer la situation et voir avec eux ce qu'il est possible de faire. Pour lui, ça marche bien. Pour l'instant, tous ceux qu'on a rencontrés, voilà, on a une écoute. Il y a une vraie écoute. Alors effectivement, là c'est ce que j'allais dire un petit peu derrière, si on change la diapo, il y a vraiment des actions syndicales qui sont menées par la CAPED pour sensibiliser l'ensemble des décideurs sur les difficultés que ça représente. Et donc, du fait de cette sensibilisation, c'est plus facile pour vous derrière de retourner voir. D'accord ? En disant, ben voilà, entre autres, les ministres ont pris des circulaires, voilà, pour sensibiliser les acheteurs publics, aussi bien l'État que les collectivités, en disant, ben voilà, il y a des difficultés, on réfléchit sur comment on peut trouver des solutions, et donc derrière, c'est d'autant plus facile pour vous, entreprises, d'aller voir les décideurs en disant, ben voilà, vous êtes tous au courant qu'il y a des problèmes, voilà mes problèmes à moi, comment est-ce qu'on peut avancer pour que le marché public se passe le mieux possible? Parce que très clairement, le marché, il faut être deux, c'est dans l'intérêt de la collectivité qu'il aille jusqu'au bout, que les travaux soient correctement faits, et donc ben, ils ont forcément besoin de vous. Si vous êtes là, les travaux n'avancent pas. Et si vous êtes obligé de moins bien faire les choses parce que vous n'avez pas les moyens de le faire, c'est aussi problématique. Donc là-dessus, c'est vraiment un marché, donc deux personnes. Il y a forcément besoin de vous pour que ça se passe bien. Donc oui, allez les voir. C'est pas toujours, ça peut marcher, mais ce qui est sûr, c'est que si vous n'essayez pas, ça ne marchera pas. Un des arguments qui est incontournable. On va essayer la solution micro. Bien collé, Michel. Bien collé. On va essayer là. Un des arguments qui est hyper fort quand je vais les voir, je leur dis écoutez, aujourd'hui, voilà, ce que j'ai en plus-value, donc si je fais ça sur tous mes marchés, à la fin de l'année, j'aurai déposé mon bilan. Donc ça veut dire que vous, qu'est-ce qui va se passer? Le marché il va commencer. Moi, je n'aurai pas commencé mes travaux, puisque il y a un an de national. Et derrière, il va se passer quoi? Vous allez relancer un appel d'offres, ça va vous bloquer pendant 6 mois. Sachant que toutes les études qu'on aura faites, l'entreprise qui viendra après, elle ne fera pas les mêmes études. Et vous allez vous payer 30% sur mon coût. Ça, c'est la réalité. Ah, non, et là, ils me disent, oui, vous avez raison. Alors j'ai dit, est-ce qu'on est capable de trouver un terrain d'entente ensemble? Il va être moins pénalisant pour vous que pour moi. Et pour le coup, le chantier se passera bien et il n'y aura pas de souci. Ça, ils entendent là-dessus et ils me disent, ok, et là, on crée le dialogue. Mais si on arrive en se plaignant, ça va pas marcher, mais quand on arrive et qu'on leur dit ça, tout de suite, ils ouvrent les yeux et ils disent, bah ouais, vous avez raison, on va et en sachant que quand ils vont reporter l'appel d'offres, ça sera aux conditions qu'ils vont le refaire. De toute façon, l'augmentation, l'entreprise qui va répondre répercutera. Donc, ils n'ont pas à y gagner, donc à relancer. Il faut bien avoir conscience, c'est qu'on est dans un rapport de force, et donc on a toute notre place. On n'est pas inférieur, pour le coup, dans ce rapport de force-là, on n'est pas inférieur. Donc là, on peut vraiment discuter. C'est pas discuter. Effectivement, il y a des règles qu'on ne peut pas changer, mais pour autant, on peut discuter et on a quand même un poids pour discuter. Donc, il faut bien l'avoir je dis, c'est important. Ah oui, moi, je le vis aujourd'hui et on est entendu. Et encore, j'étais hier sur un très gros marché. Et du coup, on n'a pas trouvé la solution, mais on va la trouver. On s'est engagé à la trouver. Et donc, pour l'instant, c'est pas le marché. Et on ne peut pas le changer. Madame, il y a une entreprise, je crois, qui veut intervenir. Est-ce qu'on peut mettre la vision pour voir la personne qui parle? c'est que le micro, ils entendent mieux. Ah oui. Est-ce que vous entendez mieux avec le micro pour ceux qui sont à distance? Attendez. Voilà.
Oui, c'est mieux avec le micro. Oui. D'accord, Tant mieux. merci. Alors, il y avait des questions. Donc, moi, ce qu'on entend, qui avait levé la main. On vous écoute. Votre micro est coupé. C'est peut-être une erreur de manip. L'entreprise Fromentin, vous avez levé la main et votre micro est coupé. Du coup, si vous voulez intervenir ou soit poursuivre. On poursuit s'il y a besoin. On poursuit et puis on reprendra votre question après. Mélanie, elle surveille. Okay. Donc sur les marchés publics, le code prévoit peu de possibilités en la matière. Par contre, allez voir sur place. La CAPEB, alors il n'y a bien sûr pas que la CAPEB, tous les acteurs essaient et sont conscients du problème, il y a des vrais échanges. Je sais que régulièrement, pour moi dans le département, je suis plus proche en 49, régulièrement on remonte les informations au préfet. Toutes les semaines ou tous les 15 jours, les bibliothèques de prix et les hausses des fournisseurs, on le fait suivre systématiquement. Donc il y a une vraie volonté de trouver des solutions et d'avancer sur le sujet. Deuxième, on va changer la diapo, excuse-moi. Donc plus maintenant sur les marchés publics, mais je pense que plus au quotidien privé. Voilà. Le principe de base reste qu'une fois qu'ils sont signés, ça s'impose aux parties. On ne peut revenir dessus que d'un commun accord. Alors bien sûr, on pourra aussi renégocier, mais ce qui est important, c'est qu'on a beaucoup plus de liberté pour les établir. Donc tout ce qui n'est pas encore signé, on peut adapter les marchés, adapter aux conditions générales pour tenir compte de ces incertitudes. Sur les marchés privés et ceux déjà signés, on peut tout à fait, c'est vraiment un rapport entre une entreprise et généralement un particulier. On peut bien sûr aller voir. Par contre, une fois qu'il est signé, pour revenir dessus, il faut l'accord des deux parties. Donc oui, on peut négocier avec le client. Pour un marché privé, on ne peut pas imposer les choses, même s'il y a quelques solutions qu'on verra tout à l'heure en cas de déséquilibre important. Donc surtout, faites attention lorsque vous signez des marchés. Vous signez avec un architecte, un maître d'œuvre, ce n'est pas vous qui gérez la rédaction. Donc soyez attentifs à ce que vous signez, faites attention à vos engagements, faites les points principaux sur lesquels vous devez faire attention, tout ce qui est délai d'exécution, faites attention, si vous engagez sur un planning, est-ce que c'est un délai d'intervention, est-ce que c'est une date butoir sur laquelle vous devez intervenir, soyez très attentifs par rapport à ça. Ce qui suit, c'est que si jamais il y a des dates, quelles sont les éventuelles pénalités de retard? Quelquefois, on peut avoir des marchés très pénalisants par rapport à ça. Moi, une entreprise de chez nous qui intervenait dans un grand magasin à Paris pendant le premier confinement, le marché était bouclé en disant, quelles que soient les circonstances, pas de force majeure, rien du tout, vous avez 4 jours pour faire le travail, et après, c'est plusieurs milliers d'euros par jour de pénalité de retard. Pas négociable, donc soyez très prudents par rapport à ce genre de choses. On en parlera après. Sur les forces majeures, on en parlera après sur le sujet. Éventuellement, par rapport au prix, est-ce qu'il y a des révisions possibles? On verra des clauses qu'on peut mettre sur le sujet. Et par rapport aux équipements et aux matériaux, on verra aussi les clauses qu'on peut mettre dans les devis. Aujourd'hui, certains produits sont plus difficiles, voire introuvables. Comment est-ce qu'on peut arranger les choses pour mettre des équipements équivalents ou approchants? D'accord? Donc, avant de signer, faites attention, lorsque c'est vous qui rédigez, dessus. Voilà, ce qui est important, lorsque c'est vous qui rédigez vos devis, faites attention, vous pouvez adapter vos conditions générales. Vous avez des conditions générales? Super. Donc là-dessus, alors, si ceux qui n'en ont pas, il y a des exemples types en CAPEB, n'hésitez pas à nous appeler, qu'on vous aide sur le sujet. En gros, le devis, il y a deux parties dans votre devis, la description des travaux et les conditions d'intervention. Et toutes ces conditions d'intervention, c'est ce qu'on appelle les conditions générales. Il y a un certain nombre de mentions qui sont obligatoires, et après, des mentions qui sont facultatives, donc on vous conseille, entre autres, pour pouvoir tenir compte des évolutions actuelles. Les principales clauses qu'on va voir, c'est par rapport à la variation des prix, par rapport à l'exécution et par rapport à la durée de validité de votre devis. C'est les principales clauses, les principaux axes, leviers pour pouvoir faire avancer. Et
puis après, on reviendra sur les notions de force majeure et autres. Donc, pour rentrer dans le détail, une clause qu'on conseille très vivement actuellement, ce qu'on appelle une clause de révision des prix. En gros, c'est dire que les prix seront révisés entre le moment où vous l'établissez et le moment où vous réalisez votre facturation. D'accord? Le diaporama sera à disposition après. Donc voilà. Donc je vois plein de gens en train de prendre des notes. N'hésitez surtout pas à en prendre, mais sachez qu'on pourrait derrière les avoir tranquillement. Par rapport à ça, la clause classique, celle qu'on retrouve généralement dans les marchés publics, c'est en fonction des index BT. Concrètement, l'INSEE, l'Institut des statistiques, publie par corps d'État, si jamais on passe à diapo d'après, on reviendra après. Voilà, par corps d'État, vous avez des index. Donc, vous avez le BT01 qui est tout corps d'État. Par exemple, vous avez le 27, c'est fermeture de berne d'aluminium. Donc, en fonction du type de travaux que vous allez réaliser, vous choisissez l'index qui correspond et ce qui permettra de faire évoluer vos prix. D'accord? Oui? On a un chantier qui a plusieurs. On va juste prendre une pause, excusez-moi, mais c'est pour comprendre ce qui se passe. Quand on a un chantier qui a plusieurs index BT, comment on va faire? Alors, là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en marché privé, c'est ce que vous choisissez qui s'applique. Vous pouvez tout à fait décider que par principe, vous faites de la charpente bois, majoritairement, donc ça sera toujours charpente bois, même si sur le marché, vous faites autre chose. D'accord? En disant, sur moi, mes conditions, je ne vais pas les changer à chaque fois, donc j'indique le BT 16B pour tous les marchés que je traite. Que je fasse de la charpente, de la menuiserie intérieure ou autre chose. Ça, c'est une première solution. On peut aussi en mettre plusieurs. On peut tout à fait avoir des formules. Alors après, ça rallonge les formules en disant que le lot, enfin, le poste charpente sera révisé avec l'index BT16B, que l'eau couverture avec le suivant, que le lot menuiserie intérieure aussi. On peut faire des formules plus complexes et pas en utiliser qu'un seul à la fois. On peut le faire par type de vie, par chapitre de vie. Ou sinon, vous pouvez adapter vos conditions, en disant je fais un devis que de la charpente, je mets le BT charpente, je fais un deuxième devis où c'est la couverture, je mets le BT couverture. Ça, c'est possible. D'accord? Donc la formule de calcul, voilà, je suis désolé. Formule de calcul, c'est le prix réalisé, c'est-à-dire le prix que vous allez facturer à votre client, c'est le prix que vous avez établi dans votre devis, multiplié par un coefficient, c'est-à-dire l'index, le dernier index connu au jour où vous facturez, divisé par celui au jour de l'établissement. Si on sort de deux diapos, je vais vous donner un exemple concret. Donc j'en ai pris deux au hasard. Voilà, charpente bois, parce qu'on en a parlé en introduction, le bois fait partie des matériaux qui sont de plus en plus compliqués à trouver. Il est aussi sorti celui, le BT01, qui est tout corps d'état. Vous pouvez prendre à défaut. Donc, voilà. Tous les mois, on a un index, une valeur de l'index qui évolue. Et donc, si jamais on établit notre devis en novembre 2020, que je facture aujourd'hui, je prends donc mes 117,8 divisé par mes 115,4, et ce qui me donne mon coefficient de révision 1,02, à peu de choses près. Et donc, le montant de mon devis sera augmenté de ce chiffre-là. Donc, en gros, vous avez 1 000 €, vous avez 2% d'augmentation sur le sujet. Alors, c'est sûr que c'est nettement moins que les hausses de vos fournisseurs. Par contre, vous l'appliquez sur l'ensemble de votre devis, et pas uniquement sur la ligne matériaux. D'accord? Comme si on passe encore à la diapo, alors déjà il y a beaucoup d'informations. Voilà, c'était juste pour vous donner la composition des index. Vous avez bien sûr les matériaux. Donc, par exemple, sur charpente, vous avez 40% de l'index, c'est en fonction du prix du bois en tant que tel, mais c'est aussi du matériel nécessaire, du travail, c'est-à-dire du coût horaire, de l'énergie, des transports. Donc c'est pour ça que les index évoluent beaucoup moins vite que vos fournisseurs, parce que les fournisseurs vous vendent du matériau. Alors que vous, les index, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais comme je vous disais, la révision, le
coefficient s'applique sur la totalité de votre devis et pas uniquement sur votre ligne fourniture. D'accord? Autre petit inconvénient par rapport aux index, il y a un décalage de 3 mois. Si on revient à celle d'avant, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en juin, c'est celui de mars qui est publié. D'accord? Donc, ce qui veut dire que l'augmentation des index évolue à peu près comme l'augmentation des prix, sauf avec 3 mois de décalage. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui où ça augmente fortement, ça peut être difficile, mais ça veut dire qu'à un moment ça va se stabiliser. Par contre, les indices vont continuer à augmenter pendant 3 mois. Il faut savoir que ça, c'est inconvénient en la matière. Donc comme je disais, l'index tient uniquement compte de l'autre, ça ne tient pas uniquement compte, ça ne tient pas compte que de matériel, parce qu'on a vu qu'on a aussi le matériel de travail et ainsi de suite. Et c'est aussi des statistiques nationales. Donc, ce n'est pas le prix de votre fournisseur à vous, c'est sur l'ensemble de la France les prix moyens pratiqués. Donc, effectivement, ce n'est pas exactement, et loin d'être exactement l'augmentation de votre fournisseur, mais ça permet d'atténuer et d'amortir assez sérieusement les choses en la matière. Si on vient, on a vu que c'était en gros, voilà, on a quand même quasiment 2%, enfin on a plus de 2% d'augmentation en 1, 2, 3, en 4 mois, on a plus de 2% d'augmentation sur l'ensemble de votre devis. Et ici, on a 3% d'augmentation sur la même période. Effectivement, ça atténue les choses. C'est important de le faire. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est encore pire si vous ne le faites pas. D'accord? Donc, une formule par rapport à la révision des prix, l'actualisation des prix est vivement conseillée en la matière. Autre clause qui peut aussi importante par rapport au délai d'exécution. Alors, sachez que c'est une mention obligatoire. Lorsque vous faites un devis, le client doit savoir quand est-ce que ces travaux seront livrés. Alors, je vous rassure, c'est pas au jour près. Nous, la formule qu'on indique, c'est qu'on conseille, c'est de dire que ça sera indiqué dans le devis spécifiquement, et à défaut, au bout de tant de mois. Alors, en gros, si vous avez un carnet de commande à 6 mois, dites que ça sera fait dans les 8 mois, vous ne prenez pas de risque. Mais sachez que si jamais vous ne mettez rien, ce que prévoit la loi, à défaut d'indication, c'est 30 jours. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artisans qui ont des délais de carnet de commande à moins de 30 jours. Donc, c'est aussi dans votre intérêt de le faire. Parce que si vous ne mettez rien à 30 jours, et au bout des 30 jours, le client peut annuler le devis. Donc, vous avez lancé la construction des menuiseries, le client annule, et vous retrouvez avec les menuiseries sur les bras. Donc, c'est important, mettez-le. Et donc là, ce qu'on conseille, c'est, alors bien sûr, ce qu'on conseillait avant, c'est de dire que les exécutions sont prolongées s'il y a des avenants ou si retard du client. Et maintenant, rajoutez en plus que c'est prolongé en cas de force majeure, pénurie des matériaux et autres. D'accord? Donc dire, ben voilà, je me suis engagé à faire les travaux dans les 4 mois qui suivent. Par contre, sachez que si jamais mon fournisseur ne peut pas me livrer, ben ça prolongera d'autant le délai que j'ai pour réaliser le chantier. Okay. Autre clause qu'on conseille, si vous êtes par rapport, donc ça c'est une clause nouvelle, par principe, vous êtes lié par le devis. Par principe, juridiquement, vous êtes lié par le devis. C'est-à-dire que si jamais vous avez dit que ça sera tel type de charpente, même s'il y a aussi bien à côté, si ce n'est pas ça que vous posez, le client peut vous le reprocher. Et donc concrètement, vous demandez de démonter et de recommencer avec ce qui a été prévu. Donc vu qu'on a des matériaux qui sont de plus en plus durs à trouver, on conseille une clause en la matière, c'est-à-dire que si les matériaux proposés au devis ne sont plus disponibles chez vos fournisseurs habituels, alors on parle des fournisseurs habituels parce que c'est plus facile à justifier au client, d'accord? Et bien, on lui proposera un avenant pour avoir des matériaux équivalents. Et si le client refuse, bien sûr, il va refuser. Par contre, il ne pourra pas nous reprocher d'être en retard. D'accord? Donc, en gros, je me suis engagé à faire ça. Aujourd'hui, le produit n'existe plus. Donc, je vous propose quelque chose d'équivalent si vous voulez qu'on le fasse à peu près dans le même délai. Si vous voulez absolument ça, bien, vu que je ne peux pas l'avoir, sachez que ça décale d'autant votre chantier. Okay? Autre clause qu'on conseille par rapport à la durée de validité, c'est aussi une clause obligatoire sur vos devis. C'est-à-dire le délai que vous laissez au client pour qu'il vous retourne votre devis. Vous rédigez un devis, vous l'envoyez au client, combien de temps est-ce qu'il a pour le signer? Généralement, on conseille entre 1 et 3 mois. Aujourd'hui, on conseille de réduire les délais, c'est-à-dire que descendre à 2 semaines, quelque chose comme ça.
Alors après, si le délai est dépassé et que les conditions vous conviennent, bien sûr, vous pouvez faire le marché. Mais vous n'êtes plus obligé. Vous avez mis 2 semaines de durée de validité, le client vous le retourne 3 semaines après, pour lui dire trop tard. Vous aviez 2 semaines. Moi, si vous voulez que je fasse les travaux, on renégocie. Et donc, je vous fais un nouveau devis. Éventuellement, en tenant compte, éventuellement, si c'est vous qui le faites, en tenant compte des nouveaux prix sur le sujet. D'accord? Donc, ça vous permet, ce n'est pas le temps que vous avez pour réaliser, c'est le temps qu'a le client pour vous envoyer le devis signé. Donc, vu que vous avez une incertitude par rapport aux hausses, réduisez ce délai autant que possible. D'accord? Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, si vous avez des difficultés, gardez une traçabilité. Aujourd'hui, c'est facile, on sait ce qui se passe. Dans 3, 4, 5, 6 mois, quand on va envoyer les factures ou qu'on va vous reprocher des retards, ça sera important d'avoir mis les éléments de côté dès maintenant. Le client, votre fournisseur vous fait des augmentations de prix, gardez copie de ça. Le fournisseur vous dit aujourd'hui, je ne peux pas vous livrer, ça sera dans 4 mois. Gardez, mettez tout ça de côté. D'abord, si vous voulez négocier, c'est important d'avoir des éléments objectifs. Vous allez négocier votre marché public en disant j'ai besoin de délai parce que mon fournisseur ne veut pas me livrer, d'autant plus crédible si vous avez le produit du fournisseur. Si vous êtes simplement en disant mais oui, j'ai essayé, il n'est pas d'accord, c'est moins facile de le convaincre. Si vous y allez avec en disant mais voilà, je travaille avec 3 fournisseurs, voilà les commandes, voilà les de délai de livraison que j'ai et voilà la hausse des prix, au moins on parle de choses objectives et concrètes en la matière. Donc tout ce qui est échange avec les fournisseurs, échange avec le maître d'œuvre, échange avec les autres corps d'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le maçon qui met tout le chantier en retard, et c'est important d'avoir cette traçabilité que si le chantier prend 1 mois de retard, ce n'est pas ma faute à moi, c'est le maçon qui a pris 1 mois de retard. Donc pour moi, ça sera moi qui intervient derrière. Forcément, je ne pourrai pas livrer en temps en heure si je commence 1 mois plus tard que prévu. Mais mettez de côté, dès à présent, tout ce qui est traçabilité sur les difficultés que vous rencontrez. Donc, pour revenir, quelques autres pistes qui peuvent être envisagées. La force majeure. Alors, je vous l'ai mis, c'est le code du civil qui permet de le faire. Par contre, la difficulté, c'est que pour que ça s'applique, la force majeure doit empêcher l'exécution de l'obligation. Concrètement, vous ne pouvez plus réaliser le chantier. Et là, la hausse des prix, même si le ministre a annoncé que pour lui c'était un cas de force majeure, c'est pas aussi simple que ça. Parce que bien sûr, vous pouvez faire votre chantier. Alors, si c'est une pénurie totale, oui, il n'y a pas de voie, vous ne pouvez pas faire votre chantier. Par contre, si les matériaux ont pris 30%, vous pouvez faire le chantier, sauf que ça coûte plus cher. Et donc là, on n'est pas forcément, d'après la définition juridique de la force majeure, on n'est pas dedans. La pénurie totale, s'il n'y a plus de bois du tout, oui, c'est la force majeure. Si c'est une hausse, même si elle est importante, la force majeure, a priori, juridiquement, ne s'applique pas. Et donc, ce que prévoit la règle de droit en la matière, s'il y a force majeure qui est un empêchement temporaire, on prolonge d'autant le marché. Si l'empêchement est définitif, donc la pénurie, c'est par principe temporaire. Par exemple, cas de force majeure définitif, vous construisez un bâtiment, il y a un incendie, il brûle complètement, vous n'allez pas pouvoir faire l'entretien de celui-ci si c'est brûlé. Ou pareil, une inondation, le bâtiment disparaît, on se retrouve sur un cas de force majeure définitif. Donc c'est une piste, c'est loin d'être applicable à tous les cas. Autre piste qui existe en la matière, c'est les circonstances imprévisibles. Il y a un autre article du Code civil qui prévoit que s'il y a des circonstances imprévisibles qui rendent l'exécution excessivement onéreuse, on peut demander une renégociation du marché. Par contre, malheureusement, on prévoit simplement de renégocier. On en revient au problème de tout à l'heure, c'est qu'il faut l'accord du client pour avoir la réévaluation. Ce que prévoit quand même le code derrière, c'est que si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord, on peut demander au juge de trancher. Donc là-dessus, si jamais vous avez des preuves objectives pour dire moi, avec l'augmentation des matériaux, je travaille non seulement à perte, mais ça me coûte de l'argent de faire le chantier, oui, il y a de fortes chances que cette clause-là fonctionne. Oui.
permettra de répéter derrière si la question n'est pas trop longue. Oui. Mettez-le bien près de l'entourage. Merci. Du coup, moi j'ai exactement eu ce cas-là il y a 15 jours, hein, où un client m'imposait de faire les travaux au devis que j'avais réalisé en mai. Donc il m'a envoyé le courrier avec mise en œuvre de réaliser les travaux, parce qu'entre-temps j'avais connu l'architecte, on avait eu cette hausse qui allait dire qu'en juillet, et que je ne pouvais pas réaliser les travaux au prix du marché de l'électronique en mai. Donc suite à ça, j'ai reçu le courrier de mise en œuvre. Je vous ai appelé, j'ai eu ce service juridique, on a discuté de ça, et j'ai eu un autre conseil aussi d'un avocat qui m'a dit de toute façon, il faut y aller franco, il faut refuser le chantier, quoi. Donc j'ai renvoyé un courrier recommandé, et le client, par chance, il a accepté le retrait. Mais sinon, c'est vrai que ça engage une procédure derrière. On est bien d'accord, on parle simplement de piste, hein. C'est loin d'être aussi simple que ça. Alors, l'avantage, c'est que ça vous donne quand même des arguments pour négocier. Alors, bien sûr, ce qu'il faut, c'est négocier, mais c'est plus facile de négocier en disant, mais de toute façon, si on n'y arrive pas entre nous, on a des solutions qui permettent de l'imposer. C'est un élément de plus dans l'argumentaire en la matière, mais je suis bien d'accord, on parle que de piste. Et c'est sûr que si jamais on tombe sur un client qui ne veut rien savoir, qui est complètement buté, c'est forcément compliqué à gérer quoi qu'il en soit. Et c'est aussi pour ça que j'insiste bien sur la traçabilité. Plus vous avez d'éléments objectifs, plus vous êtes convaincant, et plus vous avez de chances de démontrer que c'est de la faute du client. Alors, une autre des pistes que j'ai pas mis dessus, mais qui peut aussi exister, dans vos conditions générales, vous avez l'obligation d'avoir un médiateur. Le fait de faire appel à lui, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que par principe, c'est uniquement le client qui a la possibilité de saisir, mais ça permet quand même, le cas échéant, d'avoir un tiers qui peut intervenir et vous aider à trouver des solutions. Alors, ça a aussi des coûts, mais ça peut être aussi une piste en la matière. D'autant plus, je me permets d'apporter que dans votre cotisation CAPEB, vous avez une assurance de protection juridique qui est souscrite. Et vous avez donc une prise en charge des frais du médiateur de la consommation dont vient de parler Thomas. Oui, ça. Par contre, j'insiste, le médiateur de consommation, il n'y a que le client qui peut le saisir. Par contre, l'organisme avec lequel on a le partenariat intervient en médiation entre guillemets classique. Si vous l'appelez en disant, mais voilà, je suis entreprise, je souhaite une médiation à la consommation, là, vous dire non. Par contre, vous l'appelez en disant, j'ai besoin d'un médiateur, comment est-ce que vous pouvez m'accompagner? Là, vous trouvez des solutions. Là, la protection juridique peut vous accompagner aussi. D'accord, on ne peut pas effectivement suggérer fortement au client. Mais si, mais c'est que le client qui peut le saisir. Donc, s'il le fait passer une médiation classique, voilà. L'organisme avec lequel on a un partenariat fait les deux médiations. Le partenariat est spécifiquement sur la médiation à la consommation et font aussi la médiation classique en la matière. On poursuit, je pense que j'arrive à peu près. Alors, autre piste aussi. Là, on est hors cas de rénovation des marchés. Éventuellement, en cas de pénurie, une des pistes peut être éventuellement le chômage partiel. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez plus du tout de quoi travailler, ou le temps d'état d'avance bloque complètement le chantier, on peut envisager le chômage partiel. C'est dit dans le code du travail qui prévoit, en cas de difficulté d'approvisionnement en matières premières. C'est une des raisons pour lesquelles on peut faire appel au chômage partiel. Alors, c'est pareil, ça reste une piste parce que le chômage partiel, pendant le Covid, vous étiez indemnisé à 100%, c'est plus le cas. Alors, ça reste un coût pour l'entreprise, mais ça peut être une solution. Sachez que la question se pose. Aujourd'hui, j'ai pendant 15 jours, 3 semaines, pas de travail. Est-ce que le chômage partiel peut être une question à se poser en disant est-ce que ça vaut le coup de déclencher ou pas? Alors, bien sûr, il faut justifier. Alors ça, quoi qu'il en soit. Oui, on faisait une demande d'ouverture de dossier. D'accord. Donc, ce que disait Michel, c'est par rapport au chômage partiel. C'est sûr qu'ils demandent des justificatifs qu'ils ont été, on va dire, larges pendant le Covid. Là, c'est relativement simple, c'est très bien utilisé. On a un petit peu, entre guillemets, le retour de vacances, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont tendance à resserrer les boulons en disant c'était vraiment exceptionnel ce qu'on a fait maintenant. Maintenant, il y a des règles strictes, à vous justifier. Et c'est vrai que je pense qu'on va avoir de plus en plus de difficultés pour obtenir le chômage partiel. Dernière diapo, ou est-ce que c'est fini?
Donc, la dernière, c'est ce qu'on proposait pour aussi une autre piste qui peut être envisagée parce qu'on l'a entendu, mais c'est plus un petit peu pour relancer le débat. L'une des pistes qu'on nous suggère, certains artisans nous interpellent, on dit ben voilà, j'aimerais augmenter la compte pour pouvoir aujourd'hui acheter toutes mes fournitures, stocker, et comme ça au moins, je n'aurai pas à subir la hausse des prix. D'un point de vue juridique, ça ne pose pas de problème. On peut bien sûr l'équilibre du montant de la compte. On peut tout à fait dire que c'est 50%, ou c'est 90%, ou c'est tel montant correspondant au prix des fournitures. Je suis très réservé par rapport à ce genre de choses, même si ça peut être utile. Sachez d'abord qu'il va falloir la place de stocker, ce qui n'est pas toujours aussi simple. Ensuite, vous devez assurer la garde de tout ce que vous commandez. Donc, si vous avez des matériaux pendant 6 mois, ça peut être compliqué. Je vous conseille de prendre contact avec votre assureur pour savoir s'il est toujours d'accord pour vous suivre. Si aujourd'hui vous avez un stock qui vaut 15 000 €, vous passez à 55 000 €, c'est important d'informer votre assureur pour être sûr qu'il vous couvre bien par rapport à ça. Et puis on a aussi le risque un petit peu de la spéculation et un petit peu ce qu'ont fait certains fournisseurs, de jouer en disant que plus les gens commandent, plus les prix vont augmenter, et ainsi de suite. On est bien d'accord, ce n'est pas vous individuellement qu'avec la cause, mais si tout le monde part sur ce genre de choses, c'est un petit peu la pénurie qu'on a eu de papier toilette au début du premier confinement. On ne pense pas que les gens étaient plus longtemps, plus souvent en toilette, mais n'empêche que en quelques jours, on n'a plus du tout de papier toilette. Donc voilà, donc oui, il y a des pistes. N'hésitez pas à nous appeler et à rappeler un appel pour voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner en fonction de vos problématiques propres. Moi, je suis sur ce chantier-là. Voilà pourquoi il me pose problème, voilà ce que j'envisage, qu'est-ce que vous en pensez, comment est-ce qu'on peut ficeler les choses. Donc n'hésitez pas, il y a des pistes, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a quand même moyen d'agir en la matière. Et ce qui est sûr, c'est que plus on dialogue, plus vous anticipez les choses, c'est-à-dire en préparant votre vie, en informant le client, en disant mais voilà, le devis je le rédige parce que je suis obligé. Par contre, soyez attentifs, tel point, ça sera un petit peu de difficulté, et ainsi de suite. Plus vous avez de traçabilité pour expliquer derrière pourquoi ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu, vous êtes créé, plus ça se passe. Voilà. Ce qui est problématique, c'est que vous avez une difficulté d'approvisionnement, vous n'avez pas signé à votre client, vous n'avez pas sur le chantier le jour où vous deviez y aller parce que vous n'avez pas le matériau sans le prévenir. Là, c'est compliqué d'en ramener tout derrière. Si vous l'informez, vous avez un vrai dialogue, vous avez d'autant plus de chances que ça fonctionne. Très clair sur ce que vous avez présenté. Donc le diaporama, vous l'aurez. Je vous laisse, je reste bien sûr à disposition pour la suite des échanges. On va simplement faire un... Thomas, je pense que oui. tu restes par là, qui t'entendent quand tu vas répondre aux questions. Ah, c'est moi qui réponds aux questions? Ça va dépendre des questions, on va poser. Ça va dépendre des questions, c'est des questions juridiques, pas de problème. On va attendre de voir les questions. On va voir un petit peu... Oui, c'est pas forcément une question. C'est pas forcément une question, mais c'est de l'expérience, un retour d'expérience aussi. Donc, on peut renégocier, il ne faut pas avoir peur de renégocier. Vous avez dit, on a des conditions en général de vente. Donc, si on a mis par exemple un délai de validité du devis d'1 mois, c'est-à-dire s'il arrive après 1 mois, on peut le renégocier. Et moi, 100% des devis, depuis le moteur, je renégocie tous. J'en ai perdu aucun. Donc, ce n'est pas parce qu'on va renégocier un devis que les clients sont là. Oui. Donc, c'est des devis où j'ai renégocié à plus de 10%. Et, donc, il y a des gens, ça leur a coûté 1500, 2000 € de plus. J'ai personne qui va refuser. Donc, bien, quand on explique bien les choses, les gens sont attentifs. C'est important de. Ça, je suis complètement d'accord. Alors, d'abord, ce qui est sûr, c'est que si on est certain, on ne serait pas l'obtenir. C'est ça. Ça, c'est évident. Il faut y aller. Après, le client, il n'est pas responsable de ça. Donc, on n'y va pas en l'agressant, forcément, mais on lui explique la chose et ils sont capables de comprendre. Et derrière, on va avoir des incidences qui sont. Des fois, on a des devis qui datent de 1 an. Les gens nous les signent au bout d'1 an. Ils ne racontent pas. Si vous prenez un devis d'1 an aujourd'hui, c'est mal. C'est ce qui se passe dans les monarchies. En fait, si ça ne vous embête pas, je suis désolée. Ça dépend du type de client que vous avez. Nous, on signe des marchés 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans à l'avance. Aujourd'hui, on est sur des marchés de 2019 qu'on est censé en fait réaliser. On a affaire à des gros clients
Donc, on a plutôt des sous-fifres, on va dire, à qui parler par un directeur d'une agence de Montpellier ou autre. Et on se retrouve avec des marchés à 500 000, où notre devis n'est qu'un passage pour passer en fait du devis à la facturation. Il ne sert à rien, les conditions générales de vente, les délais, ce n'est pas nous qui les définissons. Donc en fait, on est lié à des marchés qui sont signés selon les conditions du maître d'ouvrage. Et on n'y peut quasiment rien, parce que de toute façon, quand on va signer un marché, on a pour 2 heures, pour signer tous les documents et les parapher. Donc en fait, on n'a pas la mainmise sur la moindre ligne du contrat. Donc à ce niveau-là, c'est très très compliqué de leur faire comprendre que ça va augmenter, parce que pour eux, c'est pas possible. C'est des choses qu'ils ont connues depuis 2 ans. Ils ont déjà vendu des appartements, parce que on travaille sur la construction immobilière. Ils ont vendu au moins un tiers, voire la moitié des appartements. Donc pour eux, ça veut dire rogner sur la marge. Et nous, d'un autre côté, c'est vrai que si on se retrouve avec 30% de plus, c'est où effectivement on dépose le plan, ou alors je perds le terme, on arrête sur le marché, dénoncer le marché. Et là, dénoncer le marché, je pense que ça a tellement un coût élevé. Je ne suis pas sûre que dénoncer un marché, ce soit la meilleure solution non plus. Là, c'est la promotion immobilière, c'est un bailleur social ou c'est du privé Du privé. On travaille essentiellement pour le privé. J'ai un marché public là, et donc du coup, j'ai vérifié effectivement, il y a l'été, on va pouvoir s'en sortir un petit peu celui-là. Mais tous mes autres marchés, ce sont que des marchés privés non révisables, avec le forfait non révisable, et vous avez rien faire. Avec effectivement la fameuse loi civile de 1793, pardon, où là, il n'y a aucune négociation possible et aucune possibilité de changer quoi que ce soit. Et vous avez échangé avec eux depuis Alors, c'est parce qu'en fait, j'ai parcouru tous les essais pour voir ce qu'il en était hier, et effectivement, je me suis rendu compte que tous les marchés que j'avais signés étaient comme ça. Donc là, ça va être un gros problème. Les marges de manœuvre, les possibilités de négociation dépendent bien sûr de l'interlocuteur. Ben voilà. C'est sûr que si on tombe sur un particulier, enfin, si vous êtes le marché avec des particuliers, c'est plus simple d'échanger avec eux. Si on tombe sur un promoteur qui tire les prix au maximum et qui, lui, c'est sa marge qui est en jeu, ils ne font pas de cadeaux. Et en général, vous négociez avec des OPC qui négocient pour vous auprès des gros promoteurs immobiliers, et en fait, c'est des sous-fifres. Hein, là, c'est pas le grand directeur que vous avez au téléphone. Hein. Voilà. Donc, le problème, il est là. Est-ce que. Non, mais c'est vrai que là-dessus, malheureusement, on n'a pas beaucoup de solutions. Il y a quand même un des engagements qui a été pris par le ministère, c'est avoir un médiateur de suivi en la matière, et aussi pouvoir dénoncer ceux qui ne jouent pas le jeu. Mais c'est sûr que il n'y a pas. Là, on est particulièrement démunis par rapport à ça. Une négociation, il y en a un qui, de toute façon, dit tout. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, de toute façon, je ne l'écoute pas. C'est problématique. Sur des gros marchés comme ceux-là, je crois que là, il faut prendre contact avec la CAPEB, et puis on va essayer de vous appuyer. De toute façon, on est relativement démunis les uns les autres. Votre interlocuteur, il n'entend pas vos arguments, c'est qu'il ne regarde pas la télévision, c'est qu'il est sourd. Parce que jusqu'à la fin, vous ne serez même plus en mesure de faire son marché. Donc on peut venir, nous, en appuyer la CAPEB, on va faire des courriers, on peut aussi les contacter. On le fait avec les bailleurs sociaux. On arrive à obtenir des résultats avec des. Mais donc, je peux dire, les bailleurs sociaux, c'est pas la chose que je veux dire, mais ce n'est pas leur argent. Promoteur immobilier, c'est ce qui va être relié pour mettre dans sa poche. On peut essayer, ça rentre à la fois. Si l'investisseur privé n'a plus d'entreprise pour finaliser son programme, il aura lui aussi tout perdu. Donc voilà, il faut pousser de tous les côtés. Nous, on peut proposer à la CAPEB, mais c'est pousser de l'autre côté. Mais il faut qu'ils écoutent. Parce que l'enjeu pour l'entreprise est effectivement extrêmement important. Pour l'entreprise, il y a des capitales.
votre investisseur privé, il est aussi, lui, il peut aussi tout faire. Donc, en fait, on est vraiment dans la relation commerciale, dans la négociation. Ce qu'il faut, c'est qu'on réussisse. Si là, nous, à Capep, on est capable de vous donner un coup de main, ben là, pourquoi ils peuvent nous appeler pour leur faire ouvrir leurs oreilles, s'ils entendent que le problème est réel. Ce n'est pas une fantaisie pour augmenter la marge des entreprises, c'est vraiment une démarche pour pouvoir continuer à travailler. Nous, on a besoin d'acier pour travailler. Aujourd'hui, regardez le prix d'une tôle en acier. Elle a multiplié par 3,5 en 3 mois. Quoi. Donc, Non, ça fait un peu horrible. On peut. Attendez, je vais repasser sur le micro. N'hésitez pas, même au cas par cas. Oui, c'est ça. Sur des crises comme celle-ci, on est capable de intervenir au cas par cas. Ça, c'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement juridique qui vient d'être vu. Vous pouvez aussi nous contacter pour le cas par cas. Et il y a l'accompagnement syndical, effectivement, dans un contexte où on peut venir aussi appuyer certains dossiers comme ça et parler au nom de la CAPEB. Souvent, l'interlocuteur, souvent, pas toujours, mais peut être un peu plus à l'écoute que, voilà, sans garantie de résultat, mais au moins on aura essayé. Ce qui est important, c'est, dans notre cas, je le dis aussi, c'est d'amener les chiffres. Moi, je leur ramène des chiffres du marché quand j'ai signé. Je leur ramène des chiffres du marché quand et quand on leur ramène des chiffres, là, hier, j'avais en négociation, j'ai 80 000 euros de net. 80 000 euros sur 670 000 euros, ça change à taper. Le marché dans l'état actuel, je veux dire 80 000 euros. Donc, quand je leur mets les chiffres sur la table, ils n'y croient pas en fait. Ils entendent des trucs, mais dans la réalité, ils ne voient pas ce que ça donne. Et là, ils disent, je leur dis, bah, de toute façon, si c'est ça, dans 6 mois, je vais faire un boutique. Et là, je dis, bah, vous allez être dans la carte, moi, je vous souhaite. Là, ils bah, on va peut-être faire quelque chose. Parce que quand ils veulent discuter. Parce que les marges, ils sont plus que nous. On doit l'oublier, des fois, quand vous regardez les comptes, c'est un peu. Je pas dit que c'était simple. Après, derrière, on peut aller contacter aussi la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, qu'on peut voir régulièrement. On peut aussi discuter avec eux, ils peuvent être aussi un interlocuteur qui peut aller, c'est son adhérent aussi, comme vous êtes adhérent de la CAPEB. Donc, parfois, quand on passe par un intermédiaire au-delà, ça peut recréer le dialogue. S'il y a des problèmes, il faut vraiment passer par là, parce qu'il peut y avoir des cas où c'est énorme, en fait, et les entreprises, ça les déstabilise. Il ne faut pas hésiter, en tous les cas, je n'ai pas dit que ça marchera à tous les coups, mais en tous les cas, ça peut permettre, si ça peut permettre d'ouvrir le dialogue et puis de créer quelque chose, on ne va pas tout récupérer, mais en tous les cas, si on peut récupérer ne serait-ce que la moitié de la somme, c'est déjà pas mal. Ok, simplement, je voulais vous dire aussi, donc il y a un document qui a été rédigé par la... Excusez-moi, c'est toujours ça. Qui a été rédigé donc, par la CAPEB, signé de la main donc, de Michel Gauchu, qui est le président de la CAPEB Pays de la Loire, à destination justement de vos clients. L'initiative, c'était de se dire, finalement, un client averti sera aussi plus enclin à comprendre le contexte, pourquoi on arrive à ces renégociations ou à ces devis valables 2 semaines, 1 mois. Donc en fait, c'est un document que vous pouvez télécharger, imprimer, remettre à votre client, parallèlement au devis, lui envoyer ça. Alors il faut quand même de toute façon à l'oral, quand vous réalisez le devis, lui dire les choses, mais ça permet de donner le contexte, c'est-à-dire mondialement, qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi il y a des tensions, comment ça impacte votre entreprise et comment ça peut impacter aussi la relation avec lui. Et les temps d'échange avec lui. Donc vraiment, le conseil, mais c'est du bon sens, c'est encore plus maintenant d'être vraiment très attentif à la qualité de la relation avec votre client, à être transparent, à être pédagogue aussi. Il y a des personnes pour qui c'est pas du tout évident. Donc, oui, si on n'a pas... Merci. Si on n'a pas... on vient déposer le devis pour la première fois. Moi, je sais que quand je mets un devis, je mets mes clauses, mes conditions de vente à gratter. Les clients n'y regardent jamais, en général. Ça, c'est particulier, c'est particulier. Est-ce qu'au premier contact, où on met le devis, on peut déposer le devis, les conditions de vente
et la lettre de la diabète, j'irai agraffer tout bêtement ensemble. Après, le client les dit ou les dit pas. Je pense que ne dit pas, là, vu la période contraire, il vaut mieux l'encourager à le dire tout de même. Ça sera tout le travail à ne pas avoir à faire par la suite, en fait. Et c'est pareil, je pense qu'il faut quand même prendre un temps d'échange. Les conditions contractuelles évoluant un peu, prendre un temps d'échange pour quand même faire le focus sur les points justement qu'a évoqué Thomas, je pense, avec le client, prendre un peu plus de temps en fait, pour que ça se passe mieux par la suite. C'est du temps qui sera gagné par la suite en fait. Après, ce genre de choses, c'est toujours adapté en fonction de l'importance du marché. C'est sûr que vous allez faire un ramonage à 300 €, passez pas une demi-heure à expliquer au client que peut-être que le prix dans 6 mois augmentera alors que vous y allez dans 15 jours. Si par contre vous avez un marché à 500 000 € ou chez un particulier pour 80 000 € de travaux, prenez du temps, prenez une heure pour lui expliquer les choses, faites attention à ce point. Là, il y a des conditions générales, il y a certaines clauses qui sont nouvelles, faites attention, relisez-les. Vous avez un prêt pour faire un devis à 80 000, parlez-en à votre banquier, peut-être que ça sera 85 000 à l'arrivée. Donc si vous faites un prêt à 75 000, ça sera forcément problématique. Donc voilà, ayez un petit peu, échangez vraiment avec le client sur les marchés quand ça le nécessite, prenez un peu plus de temps pour vraiment voir est-ce que, parce qu'on a des clients, ils sont tout à fait prêts à entendre, mais qui n'ont pas les moyens. Et moi j'ai un prêt à 80 000 €, vous donnez 83 000 €, mais je ne les ai pas les 3 000 € qui suivent. Alors que si dès le début, on leur dit, voyez, faites attention, ayez un volet de sécurité, parce que peut-être que ça va augmenter, et vu l'augmentation qu'il y a eu sur le dernier mois, c'est fort probable. Voilà, c'est important de, dès maintenant, sensibiliser, autant que possible, dialoguer, et faites-le en fonction des risques encourus et de l'importance de vos marchés. Question. Est-ce qu'on peut directement dans le devis, Excusez-moi, je n'ai pas de. Est-ce qu'on peut directement dans le devis intégrer cette partie, cette clause en fait d'augmentation de prix, de potentielle augmentation de prix, de l'intégrer directement à l'intérieur du devis? En ajoutant effectivement, en maintenant quand même les conditions générales de vente à joindre au devis, mais d'intégrer directement à l'intérieur du devis cette clause d'augmentation de prix et d'éventuellement potentiel. Voilà, on ne pose aucun problème. Cette clause-là, c'est important. Le devis, c'est l'ensemble des documents qu'il va signer. Généralement, le devis, c'est plusieurs pages. Vous avez une page au début avec l'identité des parties, la description des travaux, et la dernière, c'est les conditions générales. S'il y a des clauses que vous voulez faire ressortir et mettre en base, et ainsi de suite, juridiquement, ça ne pose aucun problème. Peu importe comment est-ce que vous l'intégrez, et si jamais vous estimez que tout mettre sur la même page, c'est écrire trop petit, personne ne lit, vous voulez augmenter et faire sur 2 pages, ça ne pose aucun problème. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de doute après coup sur le fait que le client ait bien connaissance de cette partie intégrante du devis. Donc, si vous avez des conditions générales, le conseil, c'est qu'ils sont au verso, mettez là aussi, comme quoi les conditions générales au verso pour partie intégrante du devis. Si vous voulez être sûr qu'ils les lisent, mettez effectivement le paragraphe qui semble le plus important, juste là où il signe. Voilà, vous pouvez tout à fait, il n'y a pas de forme obligatoire sur votre devis, il y a des contenus obligatoires, mais pas de forme obligatoire. Donc, si vous voulez mettre en avant par un emplacement sur des clauses particulières, ça ne pose aucun problème. On a ça en fait, le fait qu'on avait bien eu dialogue avec le client, il avait bien été informé des potentielles augmentations de prix et de délai de livraison. Et même si vous le mettez à 2 endroits différents dans le devis, ça ne pose aucun problème. Par contre, soyez prudents, parce que quelquefois on voit ça en disant, mais voilà, j'en ai déjà une, mais j'en ai une. J'en ai une deuxième à un autre endroit, mais ce n'est pas la même. Ah non, c'est problématique. Non, mais j'entends tout à fait. Mais quelquefois, certains ont des clauses qui sont un petit peu anciennes. Ben voilà, je sais que je l'ai, mais justement, quand je vais sortir, je la remets. Et quand il les deux, cette personne, ce n'est pas les mêmes. Donc ça, c'est embêtant parce que généralement, ça sera la moins favorable pour vous sera appliqué. Mais dans la présentation formelle, ça ne pose pas de problème. Est-ce qu'il y a des questions pour les personnes en visio, à distance? Pour l'instant, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des fois, on a des clients qui n'ont pas de budget, comme tu l'as dit tout à l'heure. On a aussi, il ne faut pas avoir peur de proposer d'autres solutions. Par
Par exemple, ils ont choisi, on peut parler de mon hôtel, j'ai eu un bardage à 60 € du mètre carré. Quand on leur explique les choses, ils sont compréhensibles, ils disent on n'a pas un centime de plus. C'est juste, en fait. On ne peut pas leur demander de l'argent qu'ils n'ont pas, ils nous ont dit on est prêt à faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Alors, au lieu de prendre du bardage à 60 €, on peut vous proposer un bardage à 40 €. Parce que ça vous convient, vous choisissez dans la gamme et dites bah, ok, on est prêt à faire cet effort-là. Ça ne vous demande pas d'argent, mais pour vous, ça vous fait récupérer une partie de la somme. Voilà, c'est un exemple, mais il faut équilibrer aussi, parce que quand on y va, il y a des gens qui ont pas de budget, et ça reste peut-être. On ne va pas demander d'argent à quelqu'un qui n'en a pas. Mais ce n'est pas pour autant que la personne n'est pas prête à faire un effort à la hauteur de ce qu'elle peut, mais en tous les cas, pour récupérer 500, 600 €. Ça diminue. Ouais, et puis les gens sont satisfaits. Voilà, donc, dans chaque métier, il y a des choses des fois qu'on peut jouer là-dessus, sans pour autant remettre des trucs qui tiennent pas là, mais pour autant, parfois les gens s'en font plaisir sur un truc, du coup, ils sont parfois on dit parce que c'est des choses qu'on a vécues aussi et ça s'est bien passé, donc on était aussi satisfait parce que on savait qu'il n'y avait pas de budget, et du coup, voilà, ça a permis à tout le monde de retrouver. C'est un deal en fait, mais bon, pas purement que c'est. Après, on l'écrit, noir sur blanc, quoi, il y a une acceptation des deux parts, et puis voilà. Je parle au juriste. Non, mais on peut tout à fait modifier ce programme. Et ce qui est sûr, c'est que vous êtes professionnel, vous avez besoin de conseils du client. Il pose quelquefois le problème, c'est de faire bêtement ce que dit le client. Moi, j'ai eu une fois un artisan qui m'appelait en disant j'ai fait quelque chose qu'on a demandé le client, est-ce que je suis responsable? Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cassé un autre porteur et ça commence à bouger. Oui, vous êtes responsable. Si c'est un porteur, vous ne pouvez pas vous les casser. On demande de casser, donc moi je le fais. Voilà. C'est vous le professionnel, vous ne pouvez pas faire simplement parce qu'on vous demande. D'accord? Et donc, de la même façon, un client qui vous dit moi j'ai un budget de 80 000 €, mais je vous me fassiez les travaux pour 70 000 €, pour 90 000 €, ça ne marche pas. Il change de budget. Voilà, ça, c'est pas possible. Donc, soit vous changez votre projet, soit vous revenez dans 2 ans quand vous aurez les moyens, mais vous ne lancez pas dans les travaux, vous savez qu'il n'aura pas les moyens de payer. Là-dessus, et ça, malheureusement, j'insiste, vous êtes professionnel, vous êtes conseiller informé. Ne faites pas simplement pour un service ou parce qu'on me l'a demandé. Ça, on n'ose plus faire de vie. Non, mais je. On n'ose plus faire de vie parce que des devis à des gros montants, on ne sait pas comment ça va évoluer, on n'ose plus. Voilà. Et là, j'entends tout à fait, là, vous êtes dans une situation qui, par rapport aux enjeux, c'est sûr que vous travaillez chez un particulier, vous avez un devis à 2 000 €, vous trompez de 10%, vous arrivez à peu près à vous en sortir. Vous avez un devis, le devis à 500 000 €, il y a 10% d'augmentation, c'est le salaire du gérant qui passe. Le problème, c'est que le devis qu'on fait aujourd'hui sera peut-être signé dans 6 mois. On est bien d'accord. Alors là, éventuellement, on peut encore jouer. Oui. Sauf que les travaux seront faits dans 1 an et demi. On est bien d'accord. On est complètement d'accord. C'est pas où on sera dans 1 an. Oui. C'est qu'on n'ose même plus faire un devis. Là, il y a... Et c'est sûr que toutes les pistes, les principales pistes que je vous ai évoquées, c'est lorsque c'est vous qui rédigez. Ouais. Lorsque on vous demande, voilà le marché, vous venez ou vous ne venez pas, ou c'est d'un bloc, c'est effectivement très très compliqué. Là, effectivement, on peut syndicalement appuyer vos demandes, mais on n'aura pas de... Ouais, ça sera forcément compliqué. Forcément. Sur les devis, on a des remontées de terrain d'entreprises qui habituellement faisaient des devis avec des durabilités de 3 mois, et notamment sur des livraisons de bains classiques compris en quelques jours. Et les devis sont passés de 3 mois à 2 mois à 1 mois, et chacun ils sont à 15 jours. Et quand vous appelez les fournisseurs, c'est pire. C'est 24 heures. Ah oui. Ils vous donnent les prix pour 24 heures. Si vous ne répondez pas dans les 24 heures, et encore, on tient là. Donc c'est problématique. Et comment on fait un devis aujourd'hui? Après, il n'y a aucune. On n'a pas du tout la même mise sur en fait notre devis. Il va servir juste pour facturer. En fait. Il y a tout ce qui est écrit dans le devis, les conditions générales, ça, tout. C'est écrit dans les contrats, c'est écrit que les pièces écrites qui sont valables dans le marché ne sont que des pièces écrites fournies par le maître d'ouvrage. Donc en fait, le devis ne vaut rien en soi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le prix en bout. Bon, forcément, il y a le détail quand même.
quelque chose en gold, en verre ou autre chose, bien sûr, mais c'est pas ça qui compte pour eux, c'est le prix en bas et le fait qu'on n'ait pas pu intégrer les conditions générales. Vous, sur le marché, vous répondez que la partie technique. Tout ce qui est partie juridique, révision des prix, ainsi de suite, vous avez aucune maîtrise dans la méthodologie. Mais sur certains marchés, on peut faire des devis. Ah non. Nous, aujourd'hui, Et on est noyé, sur la on est voie, noyé de demande. il n'y a pas de délai et il n'y a pas de prix. Donc, on est incapable de faire un devis. On passe des commandes pour le nombre de commandes, on n'a pas de confirmation. Je rebondis sur ce que vous disiez là. Moi, j'ai des fournisseurs. Excusez-moi, bien près de... Pardon. Voilà. Je rebondis sur ce qu'on disait. J'ai des fournisseurs pour des végétaux qui me disent les prix aujourd'hui, c'est 24 heures. Donc, je fais comment pour faire un devis avec entre le devis, la signature, la commande, même avec les clauses de révision. Et le problème, c'est qu'il y a des fournisseurs qui en profitent complètement. Moi, j'ai un client qui m'appelait en disant alors, bien sûr, le prix va augmenter, mais le prix de la découpe de la planche va aussi augmenter. La même planche est découpée 30% plus cher. Mais on fait comment et on met quoi? Parce que... Non, mais ça y est. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, et c'est d'autant plus difficile qu'il y a des choses qui sont. On peut comprendre la pénurie et ainsi de suite, mais que le fournisseur profite pour augmenter ses prix de 30%. Fabriquer des parfums, plier de la tôle, c'est facile. Moi, j'achète des plantes. En l'occurrence, il faut des années pour produire des plantes. Donc aujourd'hui, moi, j'ai cherché des lauriers roses il n'y a pas longtemps, c'était à la mode. Aujourd'hui, c'est impossible à trouver, c'est une pénurie mondiale. Il n'y a plus de lauriers roses. Donc, il y a même un fournisseur qui m'a dit effectivement, on achetait nos plantes en Italie, en l'occurrence. On commandait les plantes en été, on se les faisait livrer en automne. Le fournisseur italien dit non, ça marche plus maintenant. Vous venez en mois de juin, vous prenez vos plantes au mois de juin. Le gars dit moi, je n'avance pas l'argent, donc je les achète en automne. Mais en automne, il y a encore moins de choix. Donc, dans les devis, on propose des plantes, des similaires à des plantes. Si vous demandez un arbre, c'est un arbre, il n'y a pas d'équivalent. Donc, ça devient compliqué. Donc là, je ne sais pas ce que je mets dans mes kits pour répondre à des végétaux, pour des végétaux en l'occurrence. Et sinon, j'ai une autre question, là, un petit peu à côté. Moi, je fais des petits marchés, et souvent, je ne mets pas de délai. Donc le client me dit, bah, vous faites ça dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, que ce soit la taille de plante ou les petits travaux. Par rapport à la mise en prix, je fais comment? Parce que le client peut me dire, pourquoi vous pouvez faire plus tôt, vous avez traîné. Alors, je suis passé très rapidement dessus, mais la loi impose d'avoir un délai d'exécution. Vous devez l'écrire. Donc, ça fait partie des choses qui sont obligatoires. Et si jamais vous ne mettez rien, ce que dit les lois, à défaut de précision, c'est 30 jours. Et donc, passé ce délai de 30 jours, le client vous fait un courrier recommandé en disant intervenez rapidement. Et si vous n'intervenez pas rapidement, il peut tout annuler. Et donc, vous devez tout restituer. Enfin, restituer la compte et tout ce que vous avez commandé, non, pas ce que vous avez réalisé, mais par exemple, vous avez commandé vos lauriers roses en Italie, vous avez avancé l'argent, si vous ne pouvez pas leur placer ailleurs, ça vous reste sur les bras. Alors, je pense que vu la pénurie, vous arrivez à replacer vos lauriers roses, mais vous avez commencé à fabriquer des baies vitrées ou des menuiseries, et vous avez déjà passé 15 jours dessus, et vous retrouvez des fenêtres sur mesure qui sont inutilisables et que personne ne vous serait pas payé pour ça. Donc faites attention, c'est aussi les conditions générales, c'est aussi pour vous protéger vous. Et donc si jamais, et en plus, très concrètement, si jamais vous avez un litige avec le client et que le client dit de toute façon l'artisan s'en est incapable, preuve en est, il n'est pas capable de respecter les mentions obligatoires sur les prix, il faut ramer pour équilibrer les choses devant le juge. Donc là-dessus, oui, passez un petit peu de temps pour regarder. Il y a des mentions obligatoires, souvent pour vous protéger. Voilà, donc n'hésitez pas à nous demander des exemples de conditions générales s'il y a besoin. Juste, parce que je ne suis pas encore satisfait au niveau de la Excusez-moi. non, juste par rapport aux végétaux en l'occurrence. Si par exemple je vends un érable, oui, ça. Je mets sous réserve de disponibilité au moment de la commande des compagnies, voire similaire une plante différente. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucune certitude d'avoir les plantes en question. Voilà. Donc c'est un petit peu la clause qu'on avait mis sur les matériels similaires. Oui, mais voilà. ce que je veux dire, excusez-moi, oui. C'est que, en l'occurrence, par exemple, si on parle des tôles de bardage. Non, mais j'entends tout à fait. Mais pareil, là, effectivement, il ne faut pas la reprendre à l'identique, mais en disant que si l'arbre commandé n'est pas disponible, vous proposerez autre chose. Oui, mais en l'occurrence, par exemple, là, je reviens sur le sujet. La tôle de bardage, vous la prenez chez Dupont, vous ne l'avez pas, vous la prenez chez Durand. Globalement, ça fonctionne. Moi, si je veux un arbre avec une espèce bien précise, je ne peux pas proposer d'équivalent, je ne vais pas entrer dans les détails techniques,
j'ai pas d'équivalent à chaque fois, chaque espèce d'arrêté. Voilà. Et vraiment, je suis bloqué par le. C'est vrai que si vous avez commandé des lauriers roses qui ne veut pas des menthes, un laurier rose qui veut, s'il n'y en a pas, on ne pourra pas lui proposer autre chose. Mais si jamais vous lui proposez, pour dire non, je ne connais rien en végétaux, un pommier, et que je suis désolé, il n'y en a pas, qui disperse et ça vous dérange, voilà, on peut renégocier en la matière. Voilà. Et c'est sûr, mais c'est surtout la suite qui est intéressante en disant, mais si jamais celui que vous proposez ne lui convient pas, bien sûr qu'il peut refuser, mais dans ces cas-là, il accepte le délai supplémentaire. Surtout en disant, mais vous, là-dessus, moi, vous voulez un olivier, je suis désolé, l'olivier, je ne l'ai pas, donc je vous propose à votre âme, mais si vous voulez absolument un olivier, bah, sachez qu'il faut 6 mois de plus. Oui, c'est voilà. reporter d'autant le. Donc voilà, donc je pense que même s'il ne faut pas la reprendre telle qu'elle, parce qu'il va falloir l'adapter un petit peu, mais l'idée de la clause me semble tout à fait convenir à votre situation. Ce coup-ci, j'ai fini par réussir à répondre. Non, mais c'est que. Non, mais le tout, c'est qu'à la fin, on soit d'accord, ouais, que vous soyez satisfait sur tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. En visio, toujours pas de questions? Bon, j'espère qu'en visio, voilà, on ne vous voit pas beaucoup, on ne vous entend pas beaucoup. J'espère que vous êtes aussi satisfaits que vous avez pu entendre toutes les interventions. Pour ceux qui sont là, je vais vous proposer peut-être de continuer les échanges autour d'un petit verre, de manière un peu plus informelle. Voilà, sauf s'il y a besoin d'une dernière intervention. Ça vous convient? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Non, vous avez même pas dit. Vous avez vu qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle. Il y a des pistes, elles sont commerciales, elles sont juridiques, elles sont aussi d'assistance. Il y a des pistes, elles sont à la fois juridiques, et il y a aussi des pistes commerciales, et il y a aussi un troisième volet de pistes syndicales. Et si vraiment on peut vous donner un coup de main sur un plan général ou sur un plan individuel, n'hésitez pas à nous solliciter, Andrea et la CAPED. Voilà. Si vous voulez, on va prendre un petit café ou un petit quelque chose à boire, et puis on peut continuer à discuter. Merci à tous.